Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le débat politique. Longtemps cantonnée au débat scientifique, la question du changement climatique s'est imposée comme un sujet majeur des relations internationales et des débats publics. Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies et qui traduit une augmentation de la quantité de chaleur de la surface terrestre. Les effets du réchauffement climatique sont multiples et sont pour l'essentiel irréversibles. La fonte des glaciers, l'élévation du niveau des mers, la sécheresse des zones semi-désertiques auront des impacts majeurs pour les sociétés humaines. Fort de ce constat, un traité international a été adopté au sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, reconnaissant l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et donnant aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. Depuis 1995, plus d'une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais force est de constater que le processus est long du fait de la complexité du sujet et des enjeux socio-économiques et diplomatiques qui en découlent. Au-delà des COP consacrées au climat, il existe aussi deux autres COP liées aux deux autres conventions adoptées à Rio en 1992, la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification. Et c'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire accueille depuis le 9 mai la COP 15 consacrée à la lutte contre la désertification. Alors quelles sont les attentes et le rôle des parties prenantes à la COP 15 et quels sont les défis politiques, stratégiques et diplomatiques de la COP? Pour en parler, je reçois M. Melkiad Boukouro, directeur du bureau de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à New York. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim. Stéphane Brossard, chef d'équipe croissance inclusive durable à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir et merci à vous pour l'émission. Dr Manzo Aboubakar, conseiller principal du Premier ministre du Niger, chef département économie rurale et environnement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir d'être sur la RTI. Et l'ambassadeur Aounan Kwadjane Noël, directeur des enjeux globaux pour le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Bonsoir Excellence et merci d'être parmi nous. Bonsoir Madame, merci d'avoir associé le ministère à votre émission. Alors, messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de suivre cet élément récapitulatif des COP et c'est signé Davis Oyo. 1992, nous sommes au sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Plus de 178 pays sont réunis à la conférence décennale de l'ONU sur l'environnement et le développement. Idées, propositions, suggestions, compromis pour enfin déboucher sur la déclaration de Rio. La déclaration a pour objectif une prise de conscience collective sur la réduction des gaz à effet de serre. Objectif, réduire l'impact humain sur le changement climatique. La conférence rentrera dans l'histoire en donnant naissance à la Convention des parties, appelée COP. Le premier rendez-vous de la COP se tient 3 ans après, à Berlin, en Allemagne. Elle fixe à chaque pays ou région des objectifs chiffrés en matière d'émissions de gaz à effet de serre qui passent par une série de mesures et d'engagements politiques. 1997, à Kyoto, au Japon, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un protocole contraignant visant à encadrer les émissions de gaz à effet de serre à 5,2% jusqu'en 2020 est proposé. Malheureusement, les deux principaux émetteurs de CO2, les États-Unis et la Chine, ne ratifient pas le traité. Plusieurs accords proposés et signés volent en éclats et la flamme de l'espoir s'affaiblit de plus en plus. Il faut attendre 2015, COP 21, à Paris, pour voir toutes les nations signataires parler de la même voix. L'espoir est né. Cette conférence va permettre de conclure un accord historique permettant de remplacer le protocole de Kyoto dès 2020. Celui-ci entérine que la communauté internationale fera tout son possible pour contenir le réchauffement climatique bien en dessous de plus de 2 degrés Celsius, voire le limiter à plus de 1,5 degrés Celsius. Mon pays, devant cette Assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il nous lie, il nous rassemble. Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les États, mais aussi entre les générations. Tout semblait avancer dans le bon sens malheureusement. Un autre coup dur frappe l'accord le 1er juin 2017. Le président américain Donald Trump sort les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
Fruit d'années de tractations entre près de 200 pays et entités différentes, le test tiré de la COP21 vient de prendre du plomb dans l'aile. In order to protect American jobs, companies and workers, we've withdrawn the United States from the one-sided Paris Climate Accord. My administration has just approved the construction of a new petroleum pipeline to Mexico, which will further boost American energy exports. Quelques heures après sa prise de fonction, le 20 janvier 2021, le nouveau président américain Joe Biden a réintégré les États-Unis dans l'accord de Paris. L'effectivité se fait le 19 février 2021. Une décision saluée par tous les États signataires. En plus du réchauffement climatique, le COP traite de la biodiversité, de la désertification et de la sécheresse. Ces deux thématiques visent plus les pays du continent africain. La Côte d'Ivoire abrite depuis le 9 mai 2022 la 15e édition de la COP sur la désertification et la sécheresse. Et rendez-vous pour faire bouger les lignes au plan national et international. La Côte d'Ivoire envisage de promouvoir les actions de restauration de nos terres et nos écosystèmes forestiers, d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des populations à travers des initiatives innovantes et inclusive. C'est dans ce cadre que nous avons présenté au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement l'initiative d'Abidjan, qui s'étend sur une période de 5 ans. Je me réjouis du soutien de nos partenaires techniques et financiers qui ont décidé de contribuer financièrement à cette initiative à hauteur de 2,3 milliards de dollars américains, bien au-delà des 1,5 milliard attendus. Pour mener à bien la mission, le président de la République a nommé l'ancien ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, à la tête de la présidence de la COP pour 2 années. Alors, comme on vient de le voir, la COP, c'est une longue histoire politique. Mais d'abord, l'acronyme COP fait référence à la conférence des parties, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Concrètement, qu'est-ce que la COP ? C'est un cadre juridique pour parler des questions climatiques ? La COP, c'est-à-dire la conférence des parties, c'est le grand rendez-vous que les États se donnent ou se font pour se rencontrer et discuter des grands enjeux du moment. Comme maintenant, la COP de la Convention de lutte contre la désertification, c'est un moment de réfléchir et de tracer la voie qui nous mène à un meilleur avenir pour nos populations et pour la planète entière. Mais c'est la première fois que les Nations Unies arrivent à réunir autant de pays sur un enjeu aussi global. C'est la première fois, en tout cas depuis l'éclatement de la pandémie, mais nous sommes à la 15e édition de la COP, mais c'est la première fois que la COP se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec l'engagement de tout le leadership de ce pays que j'ai vu et admiré. On fera le bilan, le pré-bilan de la COP 15. Ce traité international adopté donc au sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 92 a été ratifié par 197 parties, dont 196 États et l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne a adhéré dans sa globalité en tant que bloc ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que sont les parties. Les parties qui sont réunies autour de la COP, ce sont les décideurs, ce sont les nations, les États qui peuvent prendre des actions, qui peuvent agir avec des lois, avec des réglementations. Il se trouve que, par ailleurs, la construction européenne a évolué dans le temps et a permis que certaines responsabilités, certaines compétences soient maintenant totalement dévolues à l'Union européenne. Sur les questions commerciales, c'est une compétence exclusive. Et sur d'autres types de compétences, c'est partagé avec les États membres. Et pour ces raisons, parce que l'Union européenne a un pouvoir, en fait, elle a désormais, avec le traité de Lisbonne, un parlement, un exécutif, et elle est en mesure d'agir réellement. Alors, il a été proposé qu'elle demande son adhésion à la COP, et ça a été effectivement accepté. Elle partage ce siège, j'ai envie de dire, avec ses États membres conjointement. Oui, mais justement, ça veut dire que les pays membres de l'Union européenne sont à la fois partie prenante de la COP à titre individuel et puis en tant qu'entité européenne ?
Ça veut dire effectivement qu'il y a un mandat qui est partagé, c'est-à-dire que les États membres de l'Union européenne discutent d'abord en interne pour s'accorder sur une position européenne qui est ensuite défendue autant par les États membres que par la Commission européenne dans les instances. D'accord. Et c'est la Commission européenne qui représente l'Union européenne dans les instances. Dans les instances de la COP. Alors, docteur Manzon, pour quelles raisons est-ce important pour un État comme le vôtre, le Niger, de prendre part à la COP? Merci beaucoup, Madame Gégé. Effectivement, la COP 15 sur la désertification, la lutte contre la désertification et les sécheresses, c'est une conférence des parties très importante pour un pays comme le mien, et comme le Niger, parce que quand même la problématique la plus, je dirais, principale, la plus pesante sur l'environnement nigérien, c'est la désertification. Et les sécheresses étant un pays sahélien, ce sont des phénomènes en tout cas qui sont récurrents, qui sont presque le vécu des populations nigériennes. Et donc quand il y a un fora de cette envergure, c'est tout à fait normal que le Niger manifeste son intérêt et surtout venir avec des fortes ambitions, avec des fortes attentes. Au niveau de votre délégation, justement, en début, dans le cadre de la conférence des chefs d'État, il y avait le président Bazoum qui était présent. Qui vous représente? Qui fait partie de cette délégation pour le Niger? Vous êtes combien? Le président de la République était le chef de la délégation nigérienne. Nous sommes venus très forts, nous sommes venus motivés, nous sommes venus vraiment pleins d'enthousiasme parce que ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est le pays grand frère, on va dire. Mais surtout aussi, nous sommes venus vraiment avec vraiment des attentes fortes et pour quand même qu'on puisse trouver un certain nombre de solutions et surtout des décisions qui seront prises dans l'atteinte, par exemple, de certaines mesures contraignantes en ce qui concerne des phénomènes comme le sécheresse, les inondations, les vents de sable, et bien d'autres phénomènes dont nous sommes vraiment les victimes, bien que nous ne soyons pas, en tout cas, ceux-là qui sont à la base de la manifestation de ces phénomènes-là. Alors, Excellence Aounan Kouadiané Noël, nous sommes à la fois partie prenante et pays hôte de cette COP. Pour l'anecdote, j'ai cru comprendre qu'à la base, ce n'était pas nous qui devions faire la COP 15, mais l'Afrique du Sud. Expliquez-nous déjà ce qui s'est passé. Bon, normalement, à la fin de chaque COP, le pays qui doit abriter la prochaine COP est désigné. Je crois que dans ce cadre, il y a eu des contraintes qui n'ont pas permis à l'Afrique du Sud d'honorer son engagement. Le coronavirus, c'est ça? Entre autres. Ouais. Et donc, le système des Nations Unies a sollicité la Côte d'Ivoire, qui a répondu favorablement, d'où la tenue de la COP 15 à Abidjan. D'accord. Voilà. Et c'est une difficulté particulière quand on est le pays hôte et aussi partie prenante? Ça demande une certaine organisation, ça demande un budget. Effectivement, vous savez, cette rencontre a drainé pas moins de 6 000 personnes, toutes de qualité, des chefs d'État jusqu'à des représentants de pays. Donc, effectivement, ça nécessite une certaine logistique pour faire face aux besoins, je dirais, en transport, en hébergement, en moyens de communication. En tout cas, il fallait être à mesure d'offrir toutes ces contraintes-là. Et vu le passé récent de la Côte d'Ivoire qui a eu pour habitude d'organiser certains événements, je crois que le fait d'avoir adressé cette demande à la Côte d'Ivoire tient compte de ses capacités et la Côte d'Ivoire n'a pas hésité en répondant favorablement pour encore une fois montrer un peu son leadership, ses capacités à organiser ce genre d'événements. Alors, nous, on est à la COP 15, parce que c'est la COP contre la lutte contre la désertification. Pourquoi y a-t-il différentes COP? Climat, biodiversité. Pouvez-nous donner des explications? C'est que il y a des réunions statutaires de ces traités. Et ces réunions sont prévues dans les textes. Donc,
chaque traité, que ce soit le traité sur le climat, la biodiversité, la dégradation des terres, ils ont des réunions statutaires qui se tiennent pour nous, en tout cas, tous les 2 ans. Et pour le climat, vous savez que c'est chaque année. Et pour la biodiversité, c'est chaque année, c'est tous les 2 ans aussi. Donc, ce sont des réunions qui permettent de se mettre au diapason de l'heure, parce que ça permet, en tout cas aux États partis, de s'accorder sur la ligne à suivre et d'évaluer le pas franchi. À mon avis, je crois que c'est le plus grand événement que la Convention, en tout cas, peut avoir. La COP, c'est une réunion de grands enjeux où en tout cas, toute la problématique est réglée. Alors c'est pour ça que, par exemple, pour la COP climat, on en a au numéro 26 parce que c'est annuel, alors que les COP sur la désertification, la biodiversité, c'est tous les 2 ans. Donc, effectivement, le nombre est moins important parce qu'il y en a eu moins, puisque c'est tous les 2 ans. Oui, et je crois qu'en 2 ans, que ce soit pour la biodiversité ou la dégradation des terres, en 2 ans, on peut s'apercevoir des progrès accomplis. Et donc, nous sommes à la 15e COP, mais vous savez qu'il y a 3 ans, on n'avait pas eu de COP puisqu'il y avait la pandémie, il y avait le Covid-19. Mais je crois qu'à partir de maintenant, on va reprendre le cycle. Normal. Parce que je crois que la prochaine COP, c'est en 2024. Et puis en 2026, ainsi de suite. On va en parler. On peut considérer les Nations Unies comme co-organisateurs de la COP? En tout cas, la COP est encadrée dans le cadre de la Charte des Nations Unies, dans le cadre des traités, en tout cas qui sont gouvernés par les Nations Unies. Et le secrétariat des Nations Unies nous prête main forte pour l'organisation de chaque COP. Alors on nous dit que les enjeux sont globaux, que la question est internationale. Mobiliser toute la planète est une étape nécessaire pour lutter contre le changement climatique? Il me semble que oui, puisque de toute façon, le climat, on est tous sous le même climat. Je pense qu'un des messages des COP, en fait, c'est effectivement cet adage qu'on peut entendre dans d'autres contextes, mais qui est de dire que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que c'est ça vraiment le message des COP. C'est aussi pour ça que, paradoxalement, on peut avoir l'impression que ça se déroule lentement et que ce sont des événements qui prennent beaucoup de temps pour produire des résultats. Mais je crois que le principal message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut garder tout le monde à bord le plus possible, et c'est quand même l'objectif principal. Garder tout le monde à bord pour pouvoir avancer collectivement, puisqu'il n'y aura pas de personne s'en sortira tout seul de ces questions-là, de ces questions de biodiversité, de climat ou de lutte contre la désertification. Vous dites on a le climat commun, en tout cas on a la planète Terre en commun, mais c'est vrai que les réalités, par exemple, du Niger, de la Côte, sont différentes de la Côte d'Ivoire, sont différentes des États européens ou d'autres pays occidentaux. Comment on arrive à voir des points de convergence quand vos réalités, vous nous le dites, elles touchent d'abord la désertification, peut-être plus que des pays européens, ou c'est une idée reçue qu'on se fait? Dans tous les cas, en fait, nous sommes dans un village planétaire. Donc, nous sommes les habitants de cette terre. Nous respirons l'oxygène tous. Et tant que nous sommes, en tout cas, êtres humains ou animaux, même les plantes, en tout cas, en utilisent. Donc, nous avons une base, et je dirais, une source de vie qui est commune. Donc, c'est l'eau, c'est la terre, c'est l'oxygène, c'est l'atmosphère. Donc, il n'y a plus, en tout cas, ce cloisonnement-là qu'on peut se faire parce qu'on est à tel endroit ou à un autre endroit donc, de la planète. Nous partageons les mêmes ressources, qu'on les prenne ici en Afrique ou qu'on les prenne en Asie, qu'on les prenne en Amérique latine. En tout cas, nous les partageons. Nous partageons la même alimentation. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand il s'agit, par exemple, d'une situation de sécheresse qui se passe au Niger, de toutes les façons, on sera obligé donc de faire appel à des pays comme la Côte d'Ivoire pour avoir donc des aliments qui vont se compléter. Et de la même façon, les conditions permettent au Niger de faire de l'élevage et d'amener la viande en Côte d'Ivoire, très bien appréciée. Nous avons également tout ce qui nous vient aujourd'hui. Il y a une situation de guerre en Ukraine et on voit bien que la pénurie du blé
en tout cas, est un phénomène qui va crescendo et qui touche tous les pays. Pourtant, la guerre se passe en Ukraine. Donc, je pense que nous sommes face exactement à des faits factuels. Nous sommes face à des situations qui sont réalistes. Donc, on ne peut plus maintenant se fermer les yeux pour dire que non, tel problème n'est pas le nôtre. La COP 15, c'est une COP sur la désertification. Mais c'est en Côte d'Ivoire que ça s'organise. Et nous avons 198 pays qui sont réunis pour parler donc de ce phénomène, parce que ce n'est plus un phénomène comme ça a été pensé par le passé, et uniquement réservé à ces pays désertiques-là. Le désert, ses conséquences, ses effets, ça se répercute au-delà des pays directement désertiques. Comme la Côte d'Ivoire, alors aussi. Comme la Côte d'Ivoire, exactement. Alors, c'est quoi l'enjeu pour nous, la désertification? Comment ça se concrétise au niveau de la Côte d'Ivoire? En tout cas, je crois que pour la Côte d'Ivoire, on ne parlerait pas tout de suite de zone désertique. Oui. Mais il ne faut pas attendre que le désert nous rejoigne en Côte d'Ivoire. Donc, il faut déjà anticiper et prendre les bonnes mesures pour essayer de juguler ce fléau-là. Donc, nous, c'est quoi? C'est la déforestation? Peut-être notre... Entre autres. Oui. Entre autres. C'est un facteur aggravant. Quand la flore n'existe plus, le sol est exposé, les pluies, les inondations, les ruissellements font que le sol est dégradé. Donc, la déforestation est un facteur aggravant. Mais encore, on ne parlera pas tout de suite de désertification. Mais si on y prend garde, c'est un phénomène qui pourrait nous toucher. Donc, il faut déjà, justement, le fait de tenir la réunion en Côte d'Ivoire, qui n'est pas un pays désertique, montre déjà que c'est un défi qui est commun. Il ne faut pas attendre de le subir pour le traiter ou bien pour réagir. Voilà. Les conséquences par rapport aux pays européens du changement climatique, de ces différentes conventions, c'est quoi? Dans notre esprit, on se dit, c'est quoi? C'est la pollution, c'est des problèmes liés au sol aussi. Vous me parliez des phénomènes naturels, des catastrophes naturelles aussi, que subissent ces pays européens. Là où c'est encore la même problématique? Par exemple, cette COP est celle de la lutte contre la désertification, mais aussi, on oublie tout le temps le deuxième titre qui est la conservation des sols. Oui. La conservation des sols, c'est un problème collectif. On a tous ce sujet à traiter, puisque où que l'on soit, on doit faire en sorte que les sols sur lesquels on vit, et essentiellement sur lesquels on cultive, puissent vivre, perdurer et continuer à nous nourrir. C'est quelque chose qui est commun. Après, par exemple, il faut savoir qu'en ce moment, actuellement en Europe, sont en train d'être activés les plans sécheresse, puisque cette année, il se trouve qu'il y a des alertes assez importantes en France, en Espagne, partout dans le sud de l'Europe pour l'instant, mais probablement ça va remonter au nord, sur des alertes sécheresse assez importantes. Donc on n'est pas totalement déconnecté d'une problématique de désertification, qui est un mot effectivement qui renvoie à une réalité très extrême, j'ai envie de dire, du phénomène. Mais globalement, ce que ça dit, c'est le changement climatique et surtout comment on s'y adapte. Parce que le changement climatique, j'ai envie de dire, c'est un fait, c'est une donnée. On essaye d'influer dessus à travers tout un tas de politiques et de changements de pratiques. C'est une première chose pour essayer d'adoucir la courbe, comme on dit. Mais la deuxième stratégie, c'est aussi de s'adapter dans nos pratiques agricoles, dans les modes de vie, dans la consommation des énergies et dans les investissements qu'on fait pour qu'ils soient durables. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. Après, on le fait selon ses moyens, selon son cadre réglementaire, selon son système juridique, selon sa culture aussi. Et je pense qu'une COP permet aussi de se rencontrer et de voir, d'être dans une dynamique de groupe et dans quelque chose une émulation collective. Il y a des aspects qui sont à de la négociation, un peu terre à terre, mais il y a aussi quelque chose qui est lié au fait de se sentir appartenir à un mouvement mondial et de dire « je fais ma part ». Ça me semble important, à chacun selon ses moyens, bien sûr. Vous trouvez que les États prennent tous leurs responsabilités sur ces questions environnementales? Puisqu'on l'a vu dans l'élément qui est passé au-dessus, certains États claquent la porte, quittent des accords, reviennent. C'est d'abord une volonté politique, les questions climatiques? Les questions climatiques ou de dégradation des terres, ce sont des questions politiques. Tout d'abord, je voudrais préciser le fait que désertification, c'est partout. C'est la dégradation des terres, au point que ces terres-là ne sont plus capables de produire.
Ça explique que c'est un phénomène mondial. Il ne faut pas regarder la Convention en termes de désert. Les déserts sont des écosystèmes qui existent. Mais si les terres continuent à se dégrader au rythme actuel, et je crois que peut-être dans 20 ou 30 ans, on ne pourra pas arriver à nourrir la population. Et là, je réponds donc à la question de savoir si c'est un enjeu politique. Tout politicien, et je crois qu'il veut nourrir sa population, il veut combattre la pauvreté, il veut assurer un revenu. Et la plupart des pauvres n'ont que ces terres comme ressources, comme compte bancaire, comme produit intérieur brut. Donc, c'est dire que si les leaders ne tiennent pas cette question au sérieux, il risque d'y avoir des émeutes de faim, parce que si vous regardez dans le monde, la carte de la pauvreté, la carte de la faim, la carte des régions où les femmes portent le fardeau, ça se trouve dans ces terrains, ces territoires où les terres sont dégradées, où les terres sont affectées par la sécheresse. Donc il n'y a aucun leader qui se permettrait de ne pas traiter la question et de la prendre au sérieux, parce que ça va aussi de la stabilité. Est-ce qu'un peuple affamé, c'est celui qui va se révolter? Donc on a intérêt à gérer ces questions comme il faut, au lieu de reporter ça pour demain. Je crois qu'il faut agir maintenant et aujourd'hui. Alors, je vais profiter pour lancer un prochain élément qui donne la parole à d'autres parties prenantes de la COP, d'autres États. Et c'est au micro de Davis Oyo. À chaque COP, les enjeux et défis sont nombreux. Rencontres B2B, échanges et conférences meublent les journées de convention des parties. D'autres enjeux se jouent notamment au niveau stratégique et diplomatique. À l'occasion de la COP 15 sur la désertification et la sécheresse, Abidjan affirme son leadership en Afrique et démontre aux yeux du monde sa capacité à organiser des grands événements. Le fait que la Côte d'Ivoire puisse organiser cette COP ici et puisse démontrer partout dans le monde qu'il y a une expertise en la matière, c'est vraiment très très important. Je félicite donc la Côte d'Ivoire pour l'organisation sans faille de cette COP. Et surtout aussi, je félicite la Côte d'Ivoire pour le leadership qu'elle prend, notamment par l'initiative d'Abidjan, qui tend à démontrer finalement qu'il faut trouver d'abord des solutions localement et puis les exporter ailleurs. Je pense que c'est une très très belle leçon au monde. Les rapports nord-sud dans ce combat ont longtemps été déséquilibrés. L'Afrique représente moins de 4% du total mondial des émissions de carbone, mais le continent est le plus frappé en termes d'impact de changement climatique, de désertification et de sécheresse. La COP 15 est une occasion pour les Occidentaux de réparer certaines inégalités dans la lutte contre l'ennemi commun. Effectivement, il faut un effort de solidarité. Et c'est ce qui est en cours actuellement, notamment avec l'initiative d'Abidjan et le Legacy Program, ou le programme Héritage, qui a été lancé par la Côte d'Ivoire, programme auquel l'Union européenne, l'équipe Europe, a souscrit à hauteur de 502 millions d'euros. Ce qui démontre justement qu'il y a une vraie solidarité entre les continents. On ne peut pas se limiter à faire le constat du fait que les émissions sont principalement issues du Nord et que l'Afrique subit des conséquences. Il faut une action de solidarité. C'est ce qui est en cours pour l'instant. La France a apporté à Abidjan des financements. Elle participe aussi en termes de recherche, parce que je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre et que donc nos instituts de recherche qui sont situés en Afrique, ils peuvent faire ce travail, pas pour faire de la science, mais pour que ce soit diffusé. Et il arrive, je crois, avec la volonté d'entraîner les autres pays. Même si on est situé en Afrique, même si l'Afrique est effectivement un continent touché, il ne faut pas oublier qu'en Asie, en Amérique latine, il y a également des régions qui sont soumises à de graves difficultés et que donc nous devons les encourager à s'aider eux-mêmes. Depuis le 9 mai, les rives de la lagune Brié sont aux couleurs de la COP 15. Elle tient toutes ses promesses grâce à la synergie des pays partenaires et également au leadership du chef de l'État. Alors, monsieur, lorsqu'on parle de la diminution de l'émission de gaz à effet de serre, qui
la première raison de l'avènement de la COP. On pense aux pays industrialisés dans l'Occident historiquement, mais on croit comprendre que le centre de gravité s'est modifié avec de l'apparition de nouvelles puissances économiques, la Chine, l'Inde, les BRICS. Déjà actuellement, qui sont les mauvais élèves sur ces questions-là? Quels sont les pays les plus pollueurs? Est-ce qu'on a des données, des chiffres? Ou est-ce que ce sont des régions? Parce que comment on sait que l'Afrique de l'Afrique émane le moins d'effets de gaz à effet de serre? Qui sont les plus grands pollueurs du monde? Posez la question à moi. Ah oui, oui. Aux Nations Unies, peut-être que vous avez une meilleure réponse, la réponse la plus pertinente. Je crois que chacun a ses responsabilités en matière de pollution. Moi, je maîtrise plus la thématique des terres, mais au niveau de la pollution, je crois qu'effectivement, c'est un phénomène qui a commencé à se manifester avec la révolution industrielle, quand nous sommes allés extraire du sol le carbone qui lui appartenait pour nous développer, que ce soit au niveau du charbon ou au niveau des hydrocarbures. Mais maintenant, il est temps de renvoyer ce carbone là où il appartient, c'est-à-dire dans son silo naturel. Vous savez que le carbone, dans les sols, c'est un fertilisant, alors que dans l'air, c'est un polluant. Donc, je crois que vous avez appris tout ça à l'école, au phénomène de photosynthèse. Oui. Et ça, c'est très important pour la thématique des terres, à ce que les terres nous offrent une solution qui est à notre portée, la moins chère, pour gérer ces phénomènes de pollution. Je crois que la Terre, si nous la gérons comme il faut, elle va nous aider à nettoyer l'atmosphère. Donc, à vous écouter, il y a une responsabilité générale, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. On se souvient qu'à la conférence du climat de Varsovie, la Chine et l'Inde ont renouvelé leur message, déjà maintes fois martelé, que le gros de l'effort de réduction des émissions revient aux pays du Nord en raison de leur dette historique. Qu'en pensez-vous? Vous êtes directement concerné. Quand on vous dit ça, comment ça vous interpelle? Vous êtes d'accord? Le concept de dette, je ne sais pas par rapport à quoi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été amenées dans une affaire comme celle-là, c'est-à-dire que c'est tout simplement le développement de l'humanité. Les gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre commence avec les premiers êtres humains, avant même que les nations et les États existent. À partir du moment où l'être humain se met debout, commence à modifier son environnement, à cultiver, à construire des villages, il se passe quelque chose, il modifie son environnement. Donc la question de responsabilité dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de prendre le scope. Néanmoins, ce qu'on peut essayer de voir, c'est quelles sont les trajectoires et aussi effectivement ce sur quoi vous avez mentionné, bien comprendre que les choses sont dynamiques. C'est-à-dire la situation d'il y a 30 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. L'Union européenne, pour ce que je maîtrise, est aujourd'hui responsable de 10% des émissions des gaz à effet de serre, avec une trajectoire plutôt décroissante, avec beaucoup d'efforts qui sont faits. D'autres pays ont encore des trajectoires croissantes. Ce n'est pas forcément le concept de mauvais élève que j'utiliserai dans ce cas-là, parce que moi je comprends aussi, nous comprenons aussi les contraintes que les pays ont. C'est-à-dire, effectivement, quand vous avez une population qui continue de grossir avec des besoins qui continuent d'être importants, d'éducation, de services sociaux de base, d'eau, d'énergie, etc., on ne peut pas vraiment dire qu'on est un mauvais élève si on délivre des services à ces gens-là. Seulement, effectivement, on peut essayer de voir comment collectivement on trouve des solutions à la fois techniques, technologiques, comment on fait confiance à la science pour progresser sur la conservation des sols, sur la production de l'énergie, sur le recyclage des déchets, sur toutes ces questions-là qui, nous semble-t-il, pourront nous permettre de vivre en fait sur cette planète sans continuer à obérer son destin. Comment vous percevez cette question de déséquilibre entre le Nord-Sud qui revient souvent sur la table? Pour vous, ce sont des pollueurs qui doivent être les payeurs ou au contraire, c'est une responsabilité commune qu'on doit partager sur ces questions? Je veux vos deux avis en tant que pays africain. Non, je pense qu'en fait, il y a une dualité par rapport à qui est responsable, qui est la victime ou je pense que c'est surtout une dualité par rapport donc, à cette recherche de développement. Et la question de la pollution, et la question du changement climatique, la question de la désertification et de tout ce qu'il y a comme phénomènes, qui sont des phénomènes globaux maintenant, sont des questions interliées. On voit bien que maintenant, on ne peut plus parler du changement climatique
sans pour autant le mettre en lien avec la désertification. Pourtant, nous sommes dans vraiment des entités, des régions totalement différentes par rapport à chacun de ces phénomènes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une manière. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Si on prend, par exemple, au niveau du changement climatique, je pense que c'est unanimement reconnu que quand même l'exploitation industrielle, mais je dirais aussi un peu incontrôlée des ressources naturelles, comme l'a dit tout à l'heure le représentant de l'UNCCD, effectivement c'est quelque chose qui est à la base donc, de tout ce qu'il y a comme phénomène de changement climatique avec ses conséquences. De la même manière, cette exploitation, je dirais, donc, agricole est en partie aussi le grand responsable, en tout cas, donc, de la désertification et de tout ce qu'on a ici. Tout à l'heure, par exemple, effectivement, on n'est pas dans le cas ici en Côte d'Ivoire, mais on sait bien que ce sont des forêts qui ont été coupées pour qu'il y ait donc les plantations de cacao et les plantations de café. Donc, si on continue toujours à couper, par exemple, les plantations naturelles pour faire donc une agriculture industrielle, une agriculture, je dirais, intensive de rente, donc quelle sera maintenant la conséquence par rapport à cela? Donc voilà un peu, je pense que c'est une patate chaude qu'il ne faut pas balancer à l'autre. On a tous, n'est-ce pas, à critiquer, à s'auto-questionner par rapport donc à quelle est notre responsabilité. Mais justement, comme on parle d'industrialisation, c'est vrai que c'est grâce à l'industrialisation, malgré ces dérives, qu'une classe moyenne a pu émerger dans beaucoup de pays économiquement stables maintenant. Et en même temps, c'est ce que nous disent certains pays africains, qu'en est-il du droit au développement de ces pays-là? C'est ça le dur équilibre à trouver entre son développement économique, mettre fin à la pauvreté des populations et en même temps tous ces enjeux environnementaux. Enfin, je crois que pour la question du développement, je ne parlerai pas de dette à payer par rapport à ceux qui ont eu un développement plus ancien. Mais je crois que par rapport au système que nous connaissons, la solidarité devrait jouer. Pourquoi n'est pas à passer par les mêmes étapes de développement que l'étape par laquelle sont passés les pays dits actuellement développés? Il y a un bond qu'on peut faire. Donc, il est question que ce qu'on appelle pays développés aujourd'hui apportent l'appui nécessaire. Financier? Il peut être de plusieurs formes. La compensation, effectivement. Compétences, c'est quoi? Tout cela. Tout à l'heure, quand on échangeait, on s'est dit, bon, la réflexion est déjà faite. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le bon? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est dû au fait qu'il y a des ressources qui manquent, la technologie n'est pas adaptée, il y a beaucoup de contraintes. Donc, dans un monde de solidarité, il faudrait que ceux qui ont une avance, je dirais, puissent soutenir les autres pour que justement l'équilibre, ou bien le déséquilibre, soit moins important. Si dans tous les cas, comme je disais tantôt, nous sommes dans un système planétaire. Si ça ne va pas chez les pays en voie de développement, mais ça n'ira pas non plus chez eux, pour éviter les mouvements de population qu'on connaît en ce moment. Il est bon qu'on fasse l'équilibre un peu dans plutôt la solidarité dans les relations qui unissent les différentes nations. Je crois que l'une des raisons aussi de ces rencontres, c'est qu'on se réunisse, qu'on parle de la même voix, qu'on regarde les bonnes pratiques, qu'on amplifie la solidarité pour que justement ce phénomène de désertification, de restauration des sols soit vraiment traité de façon efficace. Ceux qui ont la technologie l'envoient, ceux qui ont les ressources envoient les ressources. Il y en a qui ont des savoir-faire. Et tout ça mis en commun, on pourra vraiment faire face à ce phénomène. Donc, sinon, ce ne sera pas possible. Il y a un manque de solidarité, mais quelque part, quand on parle encore une fois d'industrialisation et donc de développement et de croissance, on pense à un modèle économique qui est celui que tout le monde partage, le capitalisme, le libéralisme et la société de consommation. Je me souviens que Bush avait dit lors du protocole de Kyoto que le mode de vie d'un Américain moyen n'est pas négociable. C'est ça qu'on doit modifier, notre mode de vie, notre mode de consommation. Certains parlent de décroissance. C'est vers ça qu'on doit tendre. Alors, chacun me donner son avis sur la question. Je crois qu'à mon avis,
il n'y a pas de négociation en matière du droit au développement. Tous les peuples ont droit au développement. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit se développer de la même manière que nos amis du Nord? Parce que nous nous rendons compte que le chemin emprunté pour se développer, c'est un chemin qui a amené beaucoup de problèmes, en particulier le changement climatique accéléré, etc. Mais au niveau des pays qui sont en développement, il y a moyen de se développer en étant très sobre en carbone, en utilisant des énergies renouvelables, donc c'est-à-dire effectuer un bond en avant rapide, mais sans scier l'arbre sur lequel on est assis. C'est possible. Actuellement, c'est possible. C'est possible puisque on peut demander à la Chine, on peut demander à l'Afrique du Sud, on peut demander à la Côte d'Ivoire de se développer autrement. Absolument, en utilisant des énergies propres, des énergies qui ne polluent pas et qui seraient tout autant efficaces que le pétrole ou le charbon que nous avons utilisé depuis longtemps. Donc il y a moyen de faire un bond en avant sans polluer et en augmentant aussi le niveau de vie des populations. Mais si c'est efficace, j'imagine que ça a un coût. Et qui va le payer? C'est le consommateur. La technologie a un coût. Et ça va se reporter sur qui? Sur nous autres consommateurs. Est-ce que le consommateur africain moyen a les moyens de payer cette technologie? Si on est d'accord sur le principe que la responsabilité est partagée mais différenciée, je crois que ceux qui vont payer pour ces technologies, ça peut être des arrangements, des partenariats gagnant-gagnant, puisque de toute façon, si l'Afrique se développe sans polluer, l'Europe va gagner, l'Amérique va gagner. Votre regard sur cette décroissance, on en entend parfois parler lors des élections présidentielles occidentales en Europe. C'est un concept qui est plutôt politique que technique à mon avis, mais en fait, moi ce que je voudrais dire, ce que je voudrais insister sur cette question très précise, je crois que nous sommes tous des pays en développement. C'est-à-dire que d'abord le développement c'est jamais fini par principe, mais il se trouve que sur cette question climatique, nous sommes tous des pays en développement puisque tous nous devons nous transformer. Il se trouve qu'on ne part pas tous exactement du même endroit, mais s'agissant de l'Union européenne, il y a aussi un effort vraiment substantiel de transformation de la société européenne qui a été engagé par la Commission européenne à travers une politique qui s'appelle le Green Deal, avec des mesures assez ambitieuses, puisque l'objectif c'est d'arriver à la neutralité climatique en 2040, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Et une des mesures qui a beaucoup fait parler parce qu'elle est symbolique, mais qui permet de comprendre l'effort qui est demandé, il est prévu qu'en 2035, les voitures atmosphériques, ce qu'on appelle les moteurs essence ou diesel, soient interdits dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus possibles. À partir de quand? 2035. Ah, c'est bientôt. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que nous sommes tous des pays en développement, parce que c'est une transformation fondamentale des sociétés européennes qui est aussi demandée, que l'on s'impose, parce que tout le monde est conscient en fait de l'enjeu, de la responsabilité qu'il y a à faire quelque chose à son niveau. Il se trouve qu'il y a un cadre élargi au niveau de l'Union européenne qui permet d'avoir des réglementations qui ont une force sur 27 pays. Donc évidemment, ça a un effet d'entraînement. Effectivement aussi, le fait de pouvoir se concerter et d'en discuter permet de créer des effets d'économie d'échelle et de dégager des moyens pour ça. Et je voudrais faire le lien avec la question du financement. Oui. Je crois que l'argent de la solidarité ne suffira pas. Il faut créer des mécanismes pour lever des fonds. Lever des fonds, c'est à travers les impôts, les prêts, etc. Les taxes. Mais elles créent souvent des conflits, même dans les pays internes. Bien on a vu des manifestations. Elles en créent partout. Les populations ne sont pas prêtes à payer. Je ne suis pas certain. Elles ont des situations critiques financières. C'est ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. C'est un principe de base. Oui, bien sûr, de droit. Oui. Et il faut juste que les gens soient clairement au fait de à quoi sert leur argent. Je pense que tout le monde est capable de comprendre pourquoi il paye une taxe, s'il a un service en retour ou s'il a un bénéfice en retour. Dans un pays européen, on peut comprendre, dans nos États africains, on a du mal déjà à recouvrir la totalité des impôts. On a beaucoup d'informels. Donc, ce qui est applicable chez vous ne l'est peut-être pas aussi facilement ici. Moi, je crois que les êtres humains sont partout les mêmes et que si les gens ramassent leurs poubelles et qu'on vide leur caniveau, ils savent pourquoi ils payent une redevance. Et ils sont d'accord pour ça. Donc ça, c'est une piste, une forme d'imposition générale. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte des mécanismes qui soient plus pérennes que ceux de la solidarité ad hoc, parce que ça reste tributaire de tel accord, de telle décision politique.
Mais le problème est suffisamment vaste et tellement global qu'il faut forcément mettre en place des mécanismes de levée de fonds qui vont être au niveau des États individuels, mais aussi au niveau du global. Mais il faut comprendre que les sommes dont on parle sont considérables et vont être sur des années, probablement un siècle. Donc on ne peut pas ne pas avoir une stratégie un peu court-termisme d'aide ou de projet. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a la capacité... Vous allez créer une nouvelle taxe en Côte d'Ivoire ou au Niger pour l'environnement? C'est une piste de réflexion. C'est un débat qu'on lance, c'est pas une taxe concrète, c'est un débat qu'on lance et après non, c'est pour ça que j'aimerais bien entendre leur point de vue. Je voudrais quand même aborder un autre aspect, c'est de changer de paradigme dans le processus de développement. Parce que, à vous entendre, nous sommes encore dans la même direction, on change quelques réglages, mais on va toujours on va privilégier le financement dans le développement. Alors que le changement de paradigme peut nous amener à aborder d'autres aspects du développement. Vous voyez, l'argent est le nerf de la guerre. On ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va lever des fonds. C'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas une autre approche qui puisse permettre d'avoir le même résultat sans forcément aller sur des marchés pour s'endetter? Parce que la problématique de la dette aussi doit être traitée. J'allais en parler. Donc je crois que ces rencontres doivent permettre d'explorer d'autres approches. L'approche capitaliste, financière, je crois qu'elle a ses limites et ça se voit. Aujourd'hui, on parle de batteries, voitures électriques à des batteries. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on consomme comme matière première pour construire une batterie? Mais le plomb qu'on rejette, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est la meilleure approche? Il est un polluant terrible. Hein? Voilà. Et ça encore, on va revenir encore dans 50 ans, faire notre COP. Non mais d'où ma question. Est-ce que c'est le mode de vie, excusez l'expression, à l'occidental qu'on doit modifier? Est-ce que c'est ça? Vous nous dites non, mais vous avez l'air de dire qu'il faut... Pas dit non. J'ai dit au contraire qu'il est en train de se transformer. Il est en train de se transformer, mais on ne va pas aller jusqu'à la décroissance, on doit changer ses habitudes. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à la 15e COP. Et depuis 15 fois qu'on organise les COP, il y a quand même un certain nombre de mécanismes, il y a un certain nombre d'outils, il y a des décisions qui ont été prises. Mais où est-ce qu'on en est et pour quels résultats? Je pense qu'il faut aussi qu'on voit bien... depuis tout ce temps-là, avec le problème. Et chaque jour, on découvre que nous sommes presque au bord donc, du précipice. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il y a d'abord une rétrospective qu'il faut voir, qu'il faut faire par rapport donc, à ce que nous donnons comme solution, ce que nous proposons comme solution. En ce qui concerne le changement climatique, je pense que la question elle est existentielle pour le monde entier. Et c'est pourquoi, de plus en plus, il y a cet intérêt-là, cet engouement-là qu'on a vu. Nous sommes à la 26e COP sur le changement climatique. Mais les mécanismes qui ont été proposés sont des mécanismes de financement. Comme l'a dit tout à l'heure, Excellence, c'est tout à fait donc, ce mécanisme-là que les uns et les autres n'arrivent pas à cerner, à pouvoir utiliser, à manier. Aujourd'hui, nous avons des fonds verts climat, nous avons des fonds pour ceux qui polluent, qui sont les payeurs. Mais cet argent-là, un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger, en tout cas, nous n'avons pas suffisamment donc, de maîtrise de ces mécanismes-là pour pouvoir vous voulez dire quoi? Que quand, à l'issue des COP, vous ne bénéficiez pas des sommes allouées ou qu'on annonce? Vous n'arrivez pas à bénéficier des aides? Depuis tout ce temps-là, il y a des mécanismes de financement, par exemple, pour pouvoir aider certains pays, parce que les pays ne sont pas au même niveau. Donc, pour pouvoir, par exemple, leur permettre de lutter efficacement contre certains phénomènes, donc, il y a des fonds qui sont dédiés. Parce qu'on ne peut pas, ne serait-ce que pour, par exemple, l'appropriation de certaines technologies, donc, sans avoir les moyens d'aller chercher cette technologie-là, tant que vous n'avez pas donc, l'accès à ces fonds-là. Mais si vous regardez, la même situation est pareille au niveau de tous les pays africains, parce que l'accès à ce fonds-là donc, est difficile. On n'a pas la maîtrise. Moi, je pense que le problème crucial par rapport aux solutions qu'on recherche face au phénomène de changement climatique, de sécheresse, de désertification, c'est d'abord la connaissance. Il faut que
nos pays soient au même niveau de compréhension, de maîtrise des phénomènes. Aujourd'hui, vous avez vu, ici, sur ce plateau, et la compréhension est différente. Au moment où vous demandez comment il faut aller pour résoudre les problèmes par pays, d'autres disent, bon, il faut peut-être aller vers même des voitures électriques. Or, en Afrique, je pense que c'est surréaliste pour nous. Oui. Et les gens vont vers des vélos. C'est un exemple, non, en fait, mais c'est concret. En fait, c'est très concret. C'est un effort qui correspond en fait à vos réalités européennes. C'est un effort qu'elles peuvent faire. Alors que nous, on essaye juste d'éviter les voitures d'il y a 2-3 décennies. Exactement. On vient à peine de les interdire parce qu'elles sont extrêmement polluantes. Ces voitures-là nous viennent même de l'Europe. Oui. C'est de l'Europe que ça vient. C'est quoi, on va être la poubelle sans exagérer, mais bon. Mais c'est pour dire qu'effectivement, c'est-à-dire quand on agit à un niveau global, il faut penser aux conséquences. C'est-à-dire il ne sert à rien donc de verser sa poubelle, n'est-ce pas, par la fenêtre pour que ça... Voilà. Donc ça, ces mécanismes-là, moi, je pense qu'on doit voir. Ce n'est pas de transférer le problème d'un endroit à un autre. Ce n'est pas aussi de retarder pour avoir une longueur d'avance sur les solutions à proposer par rapport au changement climatique. C'est tous ensemble. Nous avons ici en Côte d'Ivoire, vous avez par exemple donc, des pratiques dans l'agriculture qui sont des pratiques qui permettent donc de pérenniser et comment on appelle, des manières de conserver par exemple le sol, des manières donc de conserver l'écosystème sans le détruire. Vous avez au Sahel aujourd'hui donc des associations culturelles qui vous permettent donc tout simplement de garder votre lopin de terre encore fertile malgré la menace du désert. Donc vous avez des pratiques chez nous au Niger qu'on appelle la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire les jeunes plants qui poussent d'eux-mêmes. Donc, mais le paysan, lui, il sait qu'il peut les entretenir, même apporter de l'eau. Même apporter de l'eau pour que ça pousse et qu'il ait quand même son champ qui soit préservé de la désertification. Donc, ça, c'est des choses, je pense... C'est intéressant parce qu'effectivement, on se dit que ce sont des réalités différentes. Voilà. Comment vous, aux Nations Unies, vous percevez ça, puisque vous assistez, et je précise que vous avez assisté à toutes les COP depuis leur création, donc votre présence est très appréciable. C'est comme ça aussi ça se passe, c'est-à-dire le Niger qui nous dit, écoutez, nous on est dans telle réalité, tel schéma, l'Europe qui nous dit... C'est ça la réalité des COP. Chacun y vient avec sa réalité pour défendre son cas. En fait, la mentalité a évolué. Est-ce que maintenant... on se rend compte que, par exemple, une banane que vous mangez à Paris a été produite en Côte d'Ivoire après avoir peut-être contribué à dégrader les sols d'ici. Donc, si ces sols continuent à se dégrader, demain, le Français n'aura pas de banane à manger. Ah oui. Donc, le phénomène est devenu global. La réponse doit être aussi globale. Et à mon avis, nous, dans la Convention de lutte contre la désertification et la sécheresse, nous avons la solution. Il faut que nous parvenions à restaurer ces terres dégradées pour les amener dans le capital productif. Vous savez, le monde entier aujourd'hui a 2 milliards d'hectares de terres qui sont dégradées, qui nous demandent un minimum d'investissement afin d'être reversés dans le patrimoine agricole. Si on le fait, on sera capable de nourrir les 10 milliards de gens que nous attendons ici d'ici 2050. Sinon, si nous continuons comme nous faisons maintenant, où est-ce qu'on trouvera la nourriture pour nourrir les 10 millions d'habitants que nous attendons d'ici 2050? Donc, c'est un enjeu qui est global. La réponse doit être globale également. Vous parlez de l'aspect démographique. C'est cette pression démographique qui, va dire, accroît la problématique environnementale. C'est ça. Le fait que... démographiquement, ça on ne crée cesse... inévitablement une pression autant sur les gouvernements que sur les écosystèmes, parce que il y a des gens auxquels il faut répondre et qui sont tout à fait légitimes dans leurs demandes. Et démographiquement, le Niger fait partie, en tout cas en termes de fécondité, je crois, les femmes les plus élevées. Le taux de fécondité par femme, donc c'est à peu près 7 enfants. Donc on a et à côté, nous avons vraiment un pays qui est 3/4 désertique. Oui. Donc, vous voyez, c'est une question existentielle au Niger. Comment voulez-vous qu'une population qui est en
plein développement et de manière exponentielle. Donc, on va se retrouver sur un bout de lopin de terre. Donc, où vont aller les autres? Donc, ça sera l'immigration liée donc, à la désertification. Ça sera Mais nous multiplions les actions, nous multiplions, en tout cas, c'est-à-dire les bonnes pratiques, comme on le dit, et vraiment, on essaye de renforcer notre résilience par rapport à ces sécheresses, mais également à la désertification. On va parler avec des engagements vraiment très forts. Et vous contraignons, vous l'avez dit, on va parler des solutions que chacun propose, mais je veux revenir sur le propos de l'ambassadeur par rapport à la dette, parce qu'effectivement, le continent contribue qu'à hauteur de 4% au total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit le pourcentage le plus faible de toutes les régions, et pourtant son développement socio-économique est menacé par la crise climatique. Vous parlez de la dette parce que les États africains demandent des subventions et non des prêts pour ne pas alourdir leurs dettes. C'est important. Ben oui, la question de la dette peut être un frein au développement si la gestion n'est pas bien faite. Vous contractez une dette, il faut la rembourser avec les intérêts. Or, la dette doit vous permettre d'avancer sur un projet, avoir un retour sur investissement et rembourser la dette. Si ce n'est pas le cas, c'est une dette qui vient justement gripper votre système. Quelle est la situation en Afrique? Déjà, comme on le disait tantôt, les questions basiques, les questions essentielles plombent déjà le système. Et si on doit greffer à cela des questions de financement, maintenant on parle de financement vert, parce que pour être éligible aussi au financement vert, il y a toute une panoplie de conditions à remplir. Ah oui? Ah oui. Il y a des prérequis, il y a des conditionnalités? Je vous le dis. Elles sont très élevées? De quel ordre, par exemple? Bon, c'est d'autres conditionnalités qui s'ajoutent. Fonds vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet que vous devez financer doit être éligible. D'accord. Donc, ce n'est pas n'importe quel projet. Donc, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Donc, c'est un projet qui viendrait pour la restauration des terres. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer des agences pour certifier cette pratique-là. Après, je crois qu'il y a moins d'une semaine, il y a une agence française qui est déjà positionnée pour voir comment certifier les projets conformément aux principes de la finance verte. Ouais. Oui. Donc, ce n'est pas n'importe quel projet qui est éligible à cette finance. La finance standard, c'est pas évident. La finance verte, le taux d'intérêt et le taux de... Ça, je n'en parle pas. C'est pour dire que c'est vrai, il y a des possibilités, mais est-ce qu'on peut être éligible? Ça, c'est à voir. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est quoi ces conditionnalités pour bénéficier des financements? Je vois que les financements... les fonds verts et autres. Ouais. Je crois que les financements, ce sont des ressources à mobiliser. C'est ça. Et mobiliser les ressources, c'est-à-dire répondre à un certain nombre de critères. Il ne faut pas que cet argent des paieurs de taxes soit jeté par la fenêtre. Ça se comprend qu'il y ait des conditions. Mais maintenant, je crois que peut-être on va arriver à la solution à ces problèmes. Je veux revenir encore à la restauration des terres. Oui. Parce que la restauration des terres, c'est une entreprise peu coûteuse, qui a un impact rapide, qui montrera la différence en tout cas. Et je crois qu'on n'a pas besoin de milliards de dollars pour restaurer un hectare de terre dégradée. Il y a une étude qu'on a faite au Niger, je crois, pour restaurer un hectare de terre dégradée. Il faut entre 30 et 100 dollars. Pour un hectare de terre dégradée. Pour restaurer un hectare de terre dégradée, il faut entre 30 et peut-être si c'est très dégradé, il faut arriver à 100 dollars. Vous voyez que c'est un coût faible, mais l'impact que ça va avoir sur le pauvre, sur l'enfant qui ne mange pas, sur la femme qui va puiser de l'eau à 10 km, cet impact, c'est rapide. On a vu qu'au Niger, vous avez une technologie traditionnelle qui s'appelle le ZAI. Ouais. Ça,
Et je crois que c'est une technologie qui est là, mais si vous descendez un peu plus bas au Ghana, vous ne verrez pas ça. Alors qu'il y a la technologie traditionnelle à côté, il y a un problème d'échange de connaissances. Et ça, je crois qu'il faut être clair que si nous avons accumulé autant de connaissances depuis des siècles, il est temps de les partager. Oui. Avec les autres. Il y a un problème de pas. Justement, quand on y va, parce que là, on va parler des négociations, vous allez nous expliquer comment ça se passe concrètement. Quand on y va, par exemple, en tant qu'entité Union européenne, on va pour apporter des solutions, des propositions, apprendre aussi des autres, comprendre leur fonctionnement, leurs difficultés. C'est quel état d'esprit qui domine dans ce genre de rencontres? On va d'abord aussi pour défendre ses intérêts, ce qui est légitime. Ça, par ailleurs, est pour tout le monde, c'est vrai. Donc, ça j'ai envie de dire, on le met rapidement de côté. Je pense que le mandat que l'Union européenne se donne par rapport à ça, c'est d'essayer d'être une puissance qui pousse dans le bon sens, en tout cas telle qu'elle analyse la situation, pour à la fois faire émerger les solutions les plus efficaces et encourager les pays qui hésitent ou essayer de réunir des coalitions et créer des consensus. Les COP, c'est quand même un mécanisme qui travaille sur le consensus. C'est pas quelque chose. On peut se confronter intellectuellement, mais le but, à la fin, c'est de faire émerger des consensus pour faire avancer globalement des problématiques et pour faire prendre des engagements. Alors c'est vrai que selon certaines COP, on arrive à faire prendre des engagements un peu plus ambitieux qu'à d'autres. Ça dépend de l'alchimie qui se crée, ça dépend de la géopolitique du moment, etc. Je crois que c'est ça qu'on se donne comme mandat. Par exemple, l'Union européenne apprend d'un pays comme le Niger ou de la Côte d'Ivoire ou d'un autre État, d'un autre continent. Pourquoi pas? Non, mais c'est pour savoir. Je veux dire, la science, elle appartient à personne. Les chercheurs travaillent. Oui, vous parlez de situation traditionnelle. Donc voilà. Les chercheurs travaillent, ils sont souvent maintenant dans des consortiums, dans des collaborations. Ils voyagent. Nous, on finance beaucoup ce système-là, ces mécanismes pour faire voyager et échanger les chercheurs. Oui, il y a forcément des choses à apprendre justement sur la manière de considérer son environnement, par exemple, et de voir aussi ce qui peut être fait différemment. Monsieur parlait tout à l'heure d'un changement de paradigme. C'est quelque chose qui est intéressant, mais il faut comprendre effectivement sur quoi on peut jouer, sur quoi on ne peut pas jouer, sur ce qui est sensible. Mais dans tous les cas, les COP sont et ces mécanismes internationaux, cette ambition d'arriver à une gouvernance mondiale des grandes questions, c'est quelque chose sur lequel l'Union européenne s'inscrit et c'est toujours inscrit historiquement. Et il n'y a pas de notre côté, il y a finalement un fort enthousiasme, j'ai envie de dire, pour ça. Alors, on nous dit qu'outre les effets de la crise climatique tels que l'insécurité alimentaire, les déplacements de population et la pénurie d'eau, plus de la moitié des pays africains sont susceptibles de connaître un conflit lié au climat. Est-ce vrai? Vous confirmez? Oui, absolument, absolument, parce que et vous savez, la nourriture, l'eau c'est la vie, comme on dit chez nous au Niger. De toutes les façons, si vous n'avez pas d'eau, donc en fait, la vie même est compromise. Et donc, l'eau, pas seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux, pour les végétaux. Donc, forcément, à partir du moment où on manque cet élément vital, et c'est clair que on n'a plus de sens, on n'a plus de bon sens, je veux dire. Donc, et forcément, là où il y a ces problèmes, c'est des problèmes donc, qui compromettent l'existence des gens. Et en tout cas, c'est-à-dire c'est des portes ouvertes à tous les extrémismes que vous voyez. Vous voyez bien comment ça, facilement des régions comme la région du Sahel a été entraînée dans ce fanatisme. Situation sécuritaire, dégradation sécuritaire. Donc, vous pensez qu'il y a un lien avec la situation Absolument. Ah oui, oui, le président du Niger, il l'a dit, pas seulement à cette COP, ici en Côte d'Ivoire, mais à d'autres occasions aussi beaucoup plus inaugurales et solennelles. Il l'a dit, le lien étroit entre, par exemple, l'insécurité alimentaire, une sécheresse, le changement climatique et cette sécurité physique qu'il y a au niveau et surtout l'entraînement et l'embastement des jeunes donc dans des groupes terroristes qu'on a, que ce soit avec Boko Haram ou bien les différents groupes terroristes. Donc ce sont des situations qui démontrent le lien étroit entre tous ces phénomènes-là et l'extrémisme et surtout donc l'insécurité qui peut être permanente dans ces zones-là. Résoudre ces phénomènes-là, leur trouver des solutions, vraiment, c'est pacifier donc, les pays, c'est donner la possibilité
pour que les gens puissent produire et se nourrir, se sécuriser, mais également se donner les conditions de vie, et en tout cas meilleures dans leur terroir, et en tout cas aspirer donc à leur propre développement. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, vous parlez de la crise sécuritaire et de son lien avec l'insécurité alimentaire. On n'aurait pas fait de prime abord. Mais c'est vrai qu'il y a des situations conjoncturelles. La Covid, la crise sanitaire, le monde est frappé de plein fouet. La guerre en Ukraine, vous en parliez. Là aussi, ça a un impact, parce que la guerre en Ukraine a quand même mis en avant les problématiques énergétiques. Hein. Ah oui. On a vu tous les pays, là je me retourne vers l'Europe, on a vu tous les pays se poser des questions sur leur souveraineté énergétique, et notamment par exemple l'Allemagne, qui est un peu un avant-gardiste dans des questions environnementales, mais là avec le charbon, on a l'impression qu'on fait un pas en arrière. Là aussi, quel est l'impact? Chacun va me dire l'impact de la situation du monde sur l'environnement. Là, par exemple, l'idée du charbon pour l'Allemagne, suite à la crise ukrainienne. C'est un exemple intéressant parce qu'il y a l'aspect court terme où il faut gérer une crise, et là on se rend compte d'une dépendance très forte qu'on peut avoir à une ressource énergétique. Et on peut effectivement se rendre compte que certains choix qu'on a faits étaient peut-être mal calibrés ou pas assez, finalement trop ambitieux ou pas assez ambitieux. Mais ça a aussi un bon côté, ces moments de crise, parce que ça permet justement de se poser des questions de fond, des questions fondamentales, en se disant, au-delà du fait que... Parce que je suis dépendant d'une énergie, X, Y, Z, et si j'ai un problème avec ce fournisseur, comment ça se passe? Mais plus globalement, au-delà de là, c'est la relation à l'énergie, justement. Je crois que l'énergie, c'est quelque chose sur lequel on est tous très inconscients du niveau d'énergie qu'on consomme chaque jour, partout, tout le temps. Je veux dire, sur un plateau de télévision comme celui-là, c'est très difficile à considérer la quantité d'énergie qui est balancée, pour être très concret. Donc, changer de mode de vie, vous voyez, votre métier sera compromis s'il n'y a plus de plateau de télévision. On fera des émissions à la bougie, messieurs, dames. Je veux dire, rien que ce type de crise permet de se poser des questions fondamentales. Et sur la question alimentaire, c'est pareil. Pour beaucoup de gens, les gens ne savaient pas qu'en Afrique, quand on mange une baguette ou un pain au chocolat, il y a un bout d'Ukraine dedans ou un bout de Russie dedans. Il a fallu cette crise pour qu'on s'en rende compte. Qu'on mette ces pays sur la carte, c'est intéressant, qu'on se réalise effectivement comment on est imbriqué dans cette économie mondiale. On dit toujours, l'exemple de la banane était intéressant. Quand on mange une banane en Europe, ça a peut-être eu une incidence sur les sols ici, mais l'inverse est vrai quand on achète une baguette de pain dans une boulangerie de plateau. Il n'y a plus de... Il y a une interdépendance. Mécaniquement, on est dans quelque chose qui est lié. Il faut réfléchir globalement à ça. Et je pense que déjà, pour moi, cette crise, quelle que soit comment elle va se résoudre, elle espère qu'elle va se résoudre pour le mieux. Néanmoins, elle permet de se poser des questions vraiment de fond sur la question énergétique principalement, et aussi la question agricole, puisqu'on voit quand même que la question agricole est vraiment adressée, cette question du rapport à la production, du rapport à la souveraineté alimentaire, du rapport aussi à la solidarité internationale et aussi à l'impact qu'on a à l'international. Je pense que cette crise a amené quelque chose dans la réflexion des Européens qui est... la responsabilité entre guillemets, parce que c'est un mot qui n'est pas forcément extrêmement bien calibré dans ce cas-là, mais quand on a des clients à l'étranger nombreux, qui quelque part sont habitués ou travaillent avec vous, et qui n'ont pas les moyens de produire ce produit-là chez eux, couper tout d'un coup ou dire qu'il faut arrêter les exportations parce qu'il y a une crise est un facteur de risque très important. Comment on fait, justement en tant qu'entité Nations Unies? Il y a des problèmes structurels, on l'entend, mais là, il y a différentes crises conjoncturelles. La pandémie, on se dit moins d'argent dans les caisses, moins d'argent dans la COP. La guerre en Ukraine, c'est un défi supplémentaire, la COP dans cette atmosphère? Oui, je crois que les humains ont ceci de particulier, que chaque défi génère des opportunités. À ce propos, peut-être que c'est une occasion pour les Africains, en tout cas, de se réveiller et de restaurer les terres qu'ils ont dégradées. Parce que vous savez, il y a des chiffres du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui dit que depuis les années 1950 à aujourd'hui, l'Afrique a dégradé plus de 65% de ses terres agricoles.
Ça c'est un chiffre qui fait peur. Mais ça peut être aussi donc une opportunité de faire en sorte que la restauration des terres va constituer à améliorer les rendements agricoles et ainsi assurer la sécurité alimentaire du monde. Et je crois que l'Afrique devrait saisir cette opportunité pour se positionner comme étant le moteur du développement agricole et de devenir le grenier du monde. Et deuxièmement, je crois que je peux le dire ici, puisque nous sommes tout près du Sahel, vous voyez ce soleil qui brûle les pâturages, je crois que le collègue du Niger le sait bien, ce soleil qui brûle les humains, les récoltes, etc. C'est une opportunité d'or pour instaurer un système de développement propre, parce que ce soleil qui brûle, ça peut être aussi le soleil qui réfrigère, le soleil qui éclaire. Et cette énergie est là depuis des milliers d'années, depuis l'existence des planètes, etc. Donc, je crois qu'il y a des défis que nous avons maintenant. Il est temps de les transformer en opportunités. Vous pensez aussi à l'aspect solaire de l'énergie solaire? Oui, l'éclairage, la réfrigération, et ça permettrait de nous éviter ce qu'on appelle les pertes d'après la production. Parce qu'il y a beaucoup de produits alimentaires qui se gâtent, alors que nous avons un agent de réfrigération qui est là, qui nous brûle, qui nous fait mal. On peut l'utiliser pour nous développer de façon propre. Allez, je voulais dire un mot, je voulais lancer le dernier élément. Mais juste à la suite du frère, il y a encore cette solidarité qui fait défaut. L'exemple du soleil en Afrique, qu'est-ce qui empêche cette partie du monde de capitaliser en transformant l'énergie solaire en énergie domestique pour tous les ménages? Les politiques. C'est quoi? Il dit les politiques, c'est quoi? Les politiques publiques, c'est quoi? Vous voulez dire que c'est un problème de moyens encore? Ce que je veux dire, non, pas de moyens, mais c'est dit que la technologie qui n'est pas à notre disposition peut être un handicap. Si ceux qu'on appelle les pays développés peuvent aider à capitaliser sur ce facteur, l'humanité va s'en sortir, va s'en ressortir. Mais quelque part, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce que l'Europe gagne à venir nous mettre ce système en place? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils gagnent beaucoup. Quand vous voyez les traversées de toutes ces Africains qui vont vers l'Europe, c'est pourquoi? C'est pour des questions existentielles. Des questions existentielles. Donc, ça veut dire que notre bien-être dépend aussi de la communauté internationale, ce que je veux dire. La solidarité doit se jouer à ce niveau-là. Transfert de technologie et de fonds. D'accord. Ça, je suis vraiment très regardant parce qu'il ne sert à rien de faciliter le départ de toute la population vers... À la limite, ils vont se retrouver envahis et ce n'est pas l'objectif recherché. Quelquefois, ces États ont des ressentiments, et moi je les comprends. J'ai toujours vécu en Europe. Je viens de rentrer de l'Allemagne, mais quelquefois j'ai observé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ne pas faire tout pour maintenir cette ressource au moment du départ et permettre à soi d'avoir des ressources pour se prendre en charge. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est noté. Alors, je vais faire écouter... Allez-y, bon, on ne veut pas que je lance mon élément. Allez-y, oui. allez-y. Non, allez-y. en fait, je voulais dire tout simplement qu'on est interpellés tous. Oui. Il faut réorganiser les choses. Il faut changer de positionnement. Il faut rebelloter. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Je crois c'est un acteur qui disait on rebellote, n'est-ce pas, dans un film là. Il faut rebelloter les cartes. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris que vraiment, nul ne peut se prévaloir du monopole de telle ou telle chose. Nous avons des choses qui doivent se compléter, des pratiques, mais aussi des pensées, des stratégies qui doivent se compléter de manière à ce que vraiment nous trouvions des solutions. Chacun localement, en fonction des spécificités des problèmes, mais pour que ça puisse quand même contribuer à une solution globale. On va y revenir. Il y avait aussi des ONG présentes lors de cette COP. On les écoute au micro de Davis Oyo et on parle de l'initiative d'Abidjan.
Depuis une dizaine de jours, le site du Sofitel Hôtel Ivoire a été transformé en sanctuaire de combattants de l'environnement. 6000 participants prennent part aux conférences et panels depuis l'ouverture de la COP 15. Sensibilisation, communication et échange meublent les journées. La désertification et la sécheresse, une thématique en vue avec les organisations humanitaires en première ligne. Il s'agit ici de montrer les dangers qui menacent l'humanité. La dégradation des terres et la sécheresse, c'est là où c'est tous ces territoires, tous ces écosystèmes qui abritent les populations les plus vulnérables qui sont aussi sujettes de l'assistance alimentaire du PAM. Et donc pour le PAM, c'est un intérêt primaire d'être ici et de contribuer avec nos moyens, avec nos connaissances, aux échanges que cette COP offre pour trouver des solutions durables à ces problèmes. La progression de la sécheresse expose à la famine plus de 20 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Une situation alarmante prise au sérieux par les organisations humanitaires. PNUD, FAO, PAM et autres engagés dans la lutte attendent beaucoup de la COP 15. Il y a eu énormément de conférences, il y a eu énormément de panels, mais tout cela a un seul objectif, c'est de pouvoir venir en aide aux plus nécessiteux dans des contrées les plus reculées, pourquoi pas, partout dans le monde. Cette COP offre l'opportunité de passer à l'action en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous savez que nous ne sommes pas un pays sahélien ou désertique en tant que tel. Par contre, la Côte d'Ivoire est un pays menacé par la désertification et par la sécheresse. En 60 ans, le pays a perdu 90% de sa superficie forestière. Donc il s'agit surtout d'entreprendre beaucoup d'actions de restauration donc de notre forêt, donc dégradée et détruite. En Afrique, 40% des terres sont dégradées selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Les organisations humanitaires et les grandes puissances envisagent une restauration des milliards d'hectares de terre d'ici 2030. Cette idée sera également partagée à la prochaine COP en Égypte. À confirmer. Alors, le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté à ses pairs et invité l'initiative d'Abidjan appelée Abidjan Legacy Programme. De quoi s'agit-il exactement, Excellence? Abidjan Legacy Programme est une réponse que le gouvernement ivoirien, sous le leadership du président Alassane Ouattara, apporte à la problématique de la restauration des terres, de la sécheresse, de l'accroissement de la productivité, la création d'emplois. En tout cas, c'est un ensemble de solutions intégrées qui puissent permettre à la Côte d'Ivoire de faire face à la problématique de la désertification et de la restauration des terres. Il a même dit que ce programme peut être dupliqué par d'autres pays. Donc c'est d'abord une solution locale. C'est une solution ivoirienne. D'accord. Que le président de la République a présenté lors du sommet des chefs d'État. Et les promesses de dons sont autour de 2,3 milliards pour financer un programme dont les ressources initiales nécessaires étaient à 1,5 milliard. Donc on a un dépassement. Ah oui. Ça veut dire que c'est l'adhésion. Mais comment vous expliquez ce succès? Justement, la communauté a adhéré au projet. Les partenaires financiers techniques ont cru bon de saisir cette occasion pour vraiment avoir un exemple concret de résilience qu'on peut opposer à ce genre de phénomène. Mais ça veut dire quoi? On va être comme une sorte de laboratoire Vous avez tout dit, c'est ça. D'accord. L'exemple de la Côte d'Ivoire est une première. Et D'accord. on espère que ça fera tache d'huile par rapport au succès que ça pourra avoir. Alors, chacun de vous, comment vous avez participé à cette initiative d'Abidjan, l'Union européenne, Nations Unies et le Niger? Vous avez pris part comment? Alors, s'agissant de l'Union européenne, c'est le Abidjan Legacy Programme, c'est quelque chose qui intéresse particulièrement parce que ça permet en fait effectivement pour nous de répondre à plusieurs objectifs. Il y a celui très concret de mettre en place des programmes pour accompagner la transformation de l'agriculture en Côte d'Ivoire et plus largement ensuite, avec l'aspect de laboratoire qu'a évoqué monsieur. Ça, c'est intéressant parce que c'est une problématique extrêmement importante. Il y a un paradoxe, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole, mais dans le même temps, l'efficacité de cette production n'est pas optimale. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir largement la même quantité de production avec la moitié des terres qu'on utilise aujourd'hui, en modifiant les pratiques, en modifiant les itinéraires techniques, etc. Donc ça, c'est
dans le cas de la restauration des sols ou de la lutte contre la dégradation des sols, c'est quelque chose qui pourrait être largement amélioré. Et puis ça correspond aussi à une volonté, comme je disais tout à l'heure sur l'aspect qui nous concerne en Europe, de transformer nos sociétés avec une consommation plus responsable. Et on souhaite s'engager auprès de pays qui transforment leur agriculture pour proposer des produits qui soient durables. C'est quoi, le cacao ? Le cacao est le produit le plus connu, le plus phare, effectivement, mais c'est valable pour d'autres chaînes de valeur agricoles, puisqu'il y a des réglementations qui sont en train de se prendre dans l'Union européenne, qui vont encadrer l'importation de produits agricoles, en essayant de faire en sorte que les produits qui auront contribué à la déforestation ne puissent plus rentrer sur le sol. Sur le marché européen ? C'est ça. Ah oui, c'est quand même un grand marché qu'on perd. Donc il y a quand même cette pression... C'est-à-dire que c'est une pression qui est créée aussi par une relation de dépendance mutuelle. Ce qu'il faut savoir souvent sur certains produits comme le cacao, même sur les bananes, etc., on a intérêt à trouver un terrain d'entente. C'est même pas un terrain d'entente, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de trouver une manière de continuer à avancer. Il faut avancer avec des objectifs climatiques, avec des objectifs environnementaux. Les consommateurs ne veulent plus indirectement ou sans le savoir contribuer à des phénomènes nocifs. Ils demandent des garanties à leurs gouvernants et à leurs institutions que nous sommes, et nous adressons aux pays partenaires pour leur dire comment ensemble on peut mettre en place quelque chose qui permette à tout le monde de s'en sortir. Conserver la qualité des sols, faire en sorte que les producteurs soient mieux rémunérés, et faire en sorte que le consommateur aussi en Europe ne soit pas dupé quelque part par un produit qui ne correspond pas à ses attentes éthiques. D'accord. Et le Niger, qu'est-ce que le Niger a apporté à l'initiative d'Abidjan ? Oui, et il faut dire quand même que Abidjan Legacy, c'est quand même l'originalité même de la COP. L'histoire des COP sur la lutte contre la désertification et les sécheresses, on n'a pas eu une initiative, en tout cas comme celle-là, comme Abidjan Legacy. Et là, vraiment, on revient à des pratiques locales, mais aussi pertinentes. La pertinence, d'ailleurs, de cette initiative a fait que, avant, et en tout cas déjà que ça a été annoncé, on a pu couvrir et dépasser, comme l'a dit Excellence tout à l'heure, n'est-ce pas, ce qui a attendu les 1,5 milliard de dollars. Donc on est à 2,3 milliards. Donc déjà, c'est vrai, c'est en termes de promesses, mais c'est sûr qu'une proactivité, une promptitude comme celle-là, c'est du jamais vu. Alors, deuxième chose, nous surtout pour nos pays, pour le Niger, c'est que c'est vraiment une initiative qui vient dans la même droite ligne de ce que le Niger a comme engagement. Et vous savez que la COP 13, n'est-ce pas, a commencé avec ce qu'on appelle la neutralité des terres. La neutralité des terres, c'est donc des indicateurs que chaque pays, chaque partie se donne. Et donc nous, le Niger, par exemple, s'est donné d'ici 2030 donc, à pouvoir restaurer 4,4 millions d'hectares de terre. Donc avec des initiatives comme Abidjan Legacy, on attire les investisseurs, les partenaires, pour qu'ils sachent l'importance, par exemple, donc, d'aller vers cette restauration-là. Et nous, un engagement comme celui-ci, c'est-à-dire va tout de suite donc, trouver un preneur. Donc, et c'est en cela que le Niger est le seul pays participant donc, à cette COP qui a pu, le samedi, signer une convention avec un partenaire américain pour accompagner l'engagement, la mise en œuvre de l'engagement du président Mohamed Bazoum, et donc de planter 500 millions d'arbres. D'accord. Vous voyez ça, c'est vraiment des choses positif. Concrètes. C'est positif. Et nous avons une retombée, en tout cas, mémorable, en tout cas, pour le Niger. Et je pense que, c'est-à-dire, tout ça là, c'est à cause donc de cette initiative-là, qui est très pertinente. Quel pré-bilan faites-vous de cette COP 15 en tant que co-organisateur? Vous n'aimez pas l'expression, mais je ne sais pas comment je dois qualifier les Nations Unies dedans. Quel est votre regard à 3 jours de la fin de la COP? Est-ce que je peux d'abord dire un mot sur... oui, bien sûr, bien sûr. Si je peux dire un mot là-dessus, c'est que la Côte d'Ivoire, depuis son indépendance, le leadership de l'époque a construit son économie sur l'agriculture. Mais maintenant, on s'aperçoit que c'est une agriculture qui ne peut pas être continuée à être menée de la même manière. Il faut changer ça. On dirait un moteur qui a besoin d'une révision.
Donc le leadership actuel, et je crois que c'est vraiment bravo, parce que sur la structure de l'économie agricole développée dans les années 60, je crois que le leadership actuel, il est en train de moderniser, de pérenniser, de développer ce secteur de façon durable. Donc je crois que c'est à ce titre que le succès de ce programme, il va appeler beaucoup de pays à suivre le modèle. Maintenant, sur la question de savoir est-ce que le bilan ou le pré-bilan. Le pré-bilan. Parce que la COP se termine, je ne vais pas encore le dire parce qu'on n'a pas tout conclu, mais je crois que la dynamique des négociations, l'esprit de compromis que je vois, et je crois que ça augure d'une fin qui sera en tout cas bonne. Il y a encore des questions qui sont sous négociation, notamment... On peut avoir un exemple de point d'achoppement. Qu'est-ce qui... Par exemple, le dossier sécheresse. Comment est-ce qu'il faut gérer la sécheresse? Il y a des pays qui croient que la gestion de la sécheresse elle passe par un instrument juridiquement contraignant sur la sécheresse. Ouais, on souhaite. Oui, en Niger, en tout cas... peut-être je peux dire que déjà, la Convention sur la lutte contre la désertification, c'est un instrument juridiquement contraignant sur la sécheresse. Parce que peut-être c'est drought aussi. Exactement, tout à fait. La sécheresse. Maintenant, plus urgent, je crois, il faut que les États prennent un engagement pour renforcer la résilience des populations, l'état de préparation, parce que je crois que c'est un phénomène qui ne vient pas comme le tremblement de terre. La sécheresse, cela doit venir. Oui. Est-ce que les populations, les États, les institutions sont prêtes à gérer ça? Il faut aussi peut-être que les États échangent sur les alertes précoces. On sait que la sécheresse va venir dans 2 ans. Vous continuez à laver votre voiture, vous continuez à arroser les jardins, etc., ou remplir la piscine. Donc, maintenant, l'état de préparation dépend aussi du niveau de conscientisation au niveau des populations, à ce que je crois qu'il y a des systèmes qui nous permettent de prévoir que ce ne sera pas bon demain, il y aura trop de sécheresse, il n'y aura pas de pluie, donc à gérer. Alors, un dernier mot, la COP 17, le Niger la veut. En 3 mots, nous dire pourquoi, et puis on va finir avec vous. On veut savoir ce que va faire M. Donvaï. Oui, et effectivement, le président de la République, Mohamed Bazoum, il a dit nous sommes candidats pour l'organisation de la COP 17. Pourquoi? Pas la suivante, mais l'après. Donc, parce que tout simplement, nous sommes un pays qui a quand même suffisamment d'expérience et de bonnes pratiques dans la résilience pour lutter contre la désertification. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voulons amener les gens, parce qu'il faut maintenant que les gens s'en convainquent à travers une immersion dans un milieu austère, difficile, mais que les gens continuent, n'est-ce pas, à résister, à lutter et à même développer des bonnes pratiques qui permettent aux gens encore de vivre et d'améliorer leurs conditions de vie. Donc voilà, nous, notre volonté, en tout cas, d'aller vers cette COP-là. Et nous souhaitons, en tout cas, l'appui et le soutien de tous les participants à la COP. Le plaidoyer est lancé. On ne sait pas sur gain de cause, mais je pense qu'à l'issue de cette COP, on saura qui s'occupera des prochaines. Déjà, l'ex-ministre Donvaï, qui est donc président, il aura la lourde tâche de mener à bien toutes les conclusions de cette COP. C'est ça son rôle? Exactement. Et pour cela, il aura 2 ans avant la prochaine COP. Et donc, mener à bien, mettre en exécution toutes les décisions qui auront été prises à la COP 15 jusqu'à la COP 16. Et ce sera sa principale mission. D'accord. Et la COP 16, c'est qui? On le sait? Il y a beaucoup de candidats, beaucoup d'offres qui viennent. Et encore une fois, cette multiplicité d'offres, c'est un signe de vitalité que ce processus est en train que la moutarde est en train de prendre. Donc c'est bon signe. C'est un très bon signe. Donc, disons que la sécheresse concerne tout le monde maintenant. Oui. Bon. Donc, même la restauration des terres qui devient en cas de business, ça attire les gens. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait
10 ou 15. Mais on l'a fait en quoi? En 2022, 2000. Je crois que la COP est en train de décider. D'accord. C'est la COP qui décide des dates et des lieux de la COP. Je crois que d'ici demain, on sera qui va abriter la COP 16 et éventuellement la COP 17, pourquoi pas. D'accord. Écoutez, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment à chacun d'entre vous d'avoir pris part à ce débat. C'est plutôt un échange. Voilà. Comme à l'instar de la COP, c'est un cadre d'échange entre les différents acteurs. Voilà. Je ne représente pas les Nations Unies, mais bon, quand même. Merci encore une fois de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à tous ceux qui ont pris part à la préparation de ce débat. On est pris par le temps, je ne peux pas citer les noms, mais merci à vous tous. Excellente soirée sur RTI 1. Bonne suite des programmes. Je voulais laisser une citation, si j'ai le temps, s'il vous plaît, si c'est possible, sur la Terre et qui dit... L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire, de Philippe Saint-Marc. Allez, bonne soirée à tous. À vous. Merci. À vous aussi. Merci. Merci vraiment pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Bougez pas les photos.